Campagne de vaccination, le gros flou, WhatsApp, qu'est-ce qui se passe exactement? Et braconnage contre lingots d'or en Algérie. Bienvenue dans Ashtari, le débrief. Depuis le temps qu'on en parle, mais concrètement, il n'en est toujours rien. Ça s'appelle la campagne de vaccination au Maroc. Mehdi, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici et là. À l'heure où on parle, il n'y a aucune communication officielle pour dire quand est-ce que la campagne va commencer. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait? Ce dont on est sûr, c'est que logistiquement, le Maroc est prêt. C'est-à-dire qu'il y a eu des simulations, il y a eu encore des formations en fin de semaine. Et d'un point de vue logistique, même la RAM, c'est ça, la RAM est prête. Pour dire qu'ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts à aller chercher les doses. Je pense que le personnel médical est prêt. D'ailleurs, c'est par eux que devrait commencer cette campagne. Tout ça, c'est qu'il y a un gros cafouillage en termes de communication. Et c'est pas qu'avec les médias. On sait que l'Ordre des médecins a fourni une liste où a dit qu'ils étaient prêts à aider en fait lors de la campagne de vaccination. Le ministère n'a pas répondu. Mais dit cependant, une zone d'ombre persiste concernant le vaccin de Sinopharm. Oui, bon, le Maroc a bien fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier en choisissant AstraZeneca et Sinopharm, mais ce qui se passe aujourd'hui le prouve. Maintenant, au niveau de Sinopharm, encore une fois, la communication est inexistante de la part du ministère de la Santé. Il y a eu une démission du directeur général et de son adjoint en Chine, donc il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on sait pourquoi, moi? Et justement, on ne sait pas. C'est pour raisons personnelles. Ils ont invoqué des raisons personnelles. Donc, ça augure rien de bon. Sachant que Sinopharm était le vaccin principal. On a participé aux essais cliniques. Complètement. Et le ministère de la Santé n'en parle toujours pas. Ça consolide ce cafouillage de com, en fait. C'est un problème. Bien sûr, il y a un gros problème de communication de la part de Aït Taleb. Pour faire le point sur la question, avis d'expert. Évidemment, toute vaccination doit d'abord vérifier, quel que soit le type de vaccin, l'innocuité et l'efficacité. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Tous les gouvernements, tous les ministères de la Santé ont à cœur la protection de la santé donc de leurs citoyens. L'enjeu majeur, évidemment, pour tous les vaccins disponibles, c'est la vaccinovigilance, donc vérifier que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Ça, c'est valable pour tout médicament, tout vaccin. Mais ce qui est encore plus important, à mon sens, c'est de bien communiquer. La communication est crucial quand on entame une campagne de vaccination donc de masse. Il faut expliquer aux citoyens, le ministère de la Santé, le gouvernement doit expliquer aux citoyens l'intérêt d'un vaccin plutôt qu'un autre, quelles sont les conditions de conservation, quelles sont les conditions donc de transfert, de logistique et d'arrivée donc chez les patients pour les protéger au mieux. Et nous avons besoin au moins donc de 60% de la population donc vaccinée. Donc communiquer est un enjeu crucial. Il faut expliquer, il faut rassurer. Quand on rassure, on diminue la méfiance. Et quand on diminue la méfiance, on augmente l'adhésion de la population. Et nous avons besoin de l'adhésion de la population parce que l'enjeu majeur, c'est protéger la santé dans le cadre d'une immunité collective acquise après donc le vaccin. La vaccination est extrêmement importante. C'est un outil parmi les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mesures barrières doivent être maintenues. L'isolement, le dépistage et le traitement donc des patients, c'est une arme supplémentaire. C'est pour ça que la vaccination, dans le cadre marocain comme à l'échelle mondiale, est cruciale pour infléchir la dynamique donc de l'épidémie. Donc ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil supplémentaire que nous devons absolument utiliser au vu des résultats actuels. Le risque-bénéfice est plus en faveur donc du bénéfice. L'annonce a eu l'effet d'une bombe, c'est WhatsApp qui a décidé de changer ses règles de confidentialité et au Maroc c'est une catastrophe nationale dans le sens où tout le monde a pris peur et tout le monde a décidé de se désabonner à la faveur d'applications similaires, Signal et Telegram en l'occurrence. Concrètement, Tarek, qu'est-ce qui change pour les utilisateurs de WhatsApp? La promesse de départ c'était que tous les échanges restent confidentiels, y compris pour WhatsApp, est chiffré, et genre même WhatsApp ne sait pas le contenu. Le principe du chiffrage bout en bout. Complètement. Donc là, ce que WhatsApp propose, en fait, c'est que voilà, les données qui seront les données personnelles sur WhatsApp, la maison mère de WhatsApp, parce qu'elle appartient à Facebook, peut récupérer certaines données-là. C'est exactement sans changer. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que WhatsApp, à la base, appartient à Facebook. Et la plupart des utilisateurs de WhatsApp sont aussi des abonnés chez Facebook. Et en termes de données, ce qu'on donne à Facebook vaut beaucoup plus cher, on va dire, que ce qu'on peut donner à une application comme WhatsApp. Pour en savoir un peu plus, l'avis de Amin Al-Gharib, expert digital. كيف لنا أن نتحدث عن الخصوصية عن شركة واتساب ونشرع في الهجرة الجماعية للسينيال لتطبيق سينيال ونشرع في الخوف من واتساب وأنت أصلا تستخدم فيسبوك؟ أنك تستخدم تطبيق فيسبوك يا عزيزي
تطبيق فيسبوك الصلاحيات التي يحصل عليها أكثر من الصلاحيات التي يحصل عليها تطبيق واتساب. والمعلومات، كمية المعلومات التي يمكن أن يتم جمعها عنك على الفيسبوك هي أكبر بكثير من الصلاحيات، حتى الصلاحيات الجديدة التي تم إضافتها في واتساب. أعتقد أن الضجة الحالية يعني حول موضوع فيسبوك، لأن يعني حول مسألة إغلاق، هذا ما جعل الناس تطور وتخاف وتعتقد على أن البيانات التي سيتم تحصيلها من واتساب خطيرة، لأنه لو لم تكن خطيرة لما قالت لنا شركة واتساب أنه يجب عليك أن توافق على هذه الشروط أو سيتم إغلاق حسابك يعني في الشهر المقبل، شهر فبراير. فأعتقد أن هذه الجملة هي التي جعلت هذه الثورة. أم لو لم يكن هذه المسألة، يعني لم يكن مسألة الحذف، ستمر مرور الكرام. Algérie, on n'y échappe pas. Et maintenant, le scandale se passe au plus haut niveau de l'État. On parle d'un Premier ministre et on parle surtout de lingots d'or en échange de braconnage. N'est-ce pas, Zied? Oui, Tarek, donc c'est le Premier ministre, l'ancien Premier ministre d'Algérie, Ahmed Ouihia, qui a révélé l'information lors d'un autre procès en appel, donc concernant d'abord la soi-disant industrie fictive. Ce qui était au départ une espèce de détail est devenu une affaire d'État. Une affaire d'État. Donc Ouihia déclare: j'ai reçu, de même que tous les responsables, des lingots d'or d'Émir du Golfe qui viennent chasser en Algérie. Je les ai proposés à la Banque d'Algérie qui a refusé de les prendre. Je les ai alors vendus en marché noir pour 350 millions de dinars, soit 2,6 millions de dollars. Donc techniquement, c'est un trafic d'or. Oui. En échange de braconnage. C'est-à-dire qu'on justifie un acte illégitime, illégal, par une transaction encore plus illégitime et plus illégale. Et sachant qu'il a refourgué les lingots d'or au marché noir. Exactement. C'est une grosse caricature. D'ailleurs, on a posé la question à ce sujet à un expert et on écoute sa réponse. C'est la décomposition institutionnelle, organique, d'un système, mais plus encore, c'est une culture de corruption qui a conduit à cette situation-là. Je crois qu'il y a là un élément de préoccupation majeur qui atteste bien que le pays voisin, l'Algérie, est dans un palier dépressif qui conduit à une situation délétère, qui voit un ancien Premier ministre, il a d'ailleurs été plusieurs fois Premier ministre, mettre en cause non seulement le système, mais attester également que 60 lingots d'or ont été distribués par un certain nombre de responsables des monarchies du Golfe venus chasser donc dans le désert saharien. Je dois dire que à l'origine de cela, il y a une passivité et même une implication de l'ancien président Bouteflika. Pourquoi ? Parce que de 1979 à 1999, 20 ans où il était en exil à l'étranger, il avait été pris en charge notamment par les monarchies du Golfe dans des conditions particulièrement avantageuses. Et donc, à son retour aux affaires à la présidence de la République en Algérie en 1999, il a considéré qu'il était fortement redevable à ces monarchies, d'autant qu'en Algérie, il avait fait l'objet d'un procès pour dilapidation de l'argent public. C'était l'argent qui était dans les comptes de certaines ambassades et qu'il avait détourné à son profit. Voilà qui atteste bien que c'est encore un palier supplémentaire qui accentue la délégitimation du système tel qu'il est aujourd'hui. Et ça fonde évidemment la légitimité des revendications du Hirak algérien qui dit il ne faut pas changer simplement des têtes d'affiches, il faut refaire tout le système. Et c'est l'équation politique majeure qui se pose à l'Algérie en ce début 2021. On finit par le meilleur et le pire de la semaine, comme d'habitude, et sur ce, à la semaine prochaine. عافاكم عونا في منطقة أي عباس عافاكم عونا كانت تلوج هنا وكاين البحار وكاين الهضاب عافاكم لاحقكم عافاكم عونا شي حوايج وشي تقاش وشي ليبوط وشي الكبوط عافاكم عونا الله يجزاكم بخير. هاد الجبال تصيح كاين جبال وكاين هضاب وكاين تلوج معاها. يتقدم محسن متولي يا رب. الرجاء يعود مرة أخرى يبقى
البطولة يردد المغاربة أولى بكأسها، تحمل اسم محمد السادس، هم أولى بكأسها.